Dans son article « Apocalypse au cinéma », Jérôme Momchilovic souligne que rêvant d'apocalypse, Hollywood ne filme pas la fin de l'histoire, mais l'histoire qui recommence sous forme de purge. La fin du monde ici ne s'invite que pour sonner le rappel du mythe et lui offrir un chemin pour rejoindre le contemporain. Autrement dit, le cinéma s'inspire des récits bibliques, des phénomènes naturels et d'événements comme la création de la bombe atomique, la guerre froide et le réchauffement climatique pour mettre en scène la fin de l'humanité telle qu'on la connaît. Évidemment, l'apocalypse au cinéma doit son succès et sa survie à l'effet de catharsis qu'elle engendre auprès de ses spectateurs. Dans le film Snowpiercer de Bong Joon-ho, sorti en salle en 2013, la fin du monde qui a déjà eu lieu est causée par la volonté de l'homme à remédier au réchauffement climatique à l'aide d'une avancée technologique qui échappe ultimement à son contrôle. Bien que cette production cinématographique ne soit pas exclusivement américaine, le texte L'Amérique à découvert d'Antoine de Baec demeure pertinent lorsque vient le temps de comprendre la remise en question des idéologies qui s'articulent dans l'univers post-apocalyptique de Snowpiercer. Si le film catastrophe est conjugué à la fois comme narration religieuse, scientifique, politique de l'Amérique, comment ces trois thèmes sont-ils représentés au sein du film de Bong Joon-ho? Avant de s'intéresser à l'aspect politique, pour ne pas dire dystopique de l'œuvre, il est incontournable de se pencher sur la façon dont le récit biblique l'Arche de Noé et les différents archétypes religieux sont représentés dans le long-métrage. Snowpiercer, une réactualisation tordue de l'Arche de Noé. Le film Snowpiercer se déroule en 2031, soit 17 ans après la dispersion d'une substance chimique destinée à contrer le réchauffement climatique et causer la fin du monde en congelant la Terre entière. La planète étant devenue inhabitable, la race humaine se résume désormais aux quelques milliers d'individus qui ont obtenu une place à bord du Snowpiercer, un train capable de faire le tour du monde d'une année à l'autre sans jamais devoir s'arrêter. Néanmoins, comme survie n'est pas synonyme de confort, le Snowpiercer fait office de microcosme reproduisant les inégalités sociales à même l'organisation de ses wagons. Les pauvres sont donc relégués à la fin du train et vivent dans des conditions précaires, tandis que les riches ont main mise sur les ressources et vivent dans l'abondance à l'avant du train. Le long-métrage porte donc sur la révolte des opprimés, sur leur tentative de prendre le contrôle du train avec l'aide de leur leader Curtis. Dès l'incipit du film, les extraits de bulletins de nouvelles présentés sous forme de voix-over analeptiques servent à expliquer aux spectateurs les circonstances qui ont engendré la fin du monde. Les cartons d'adresse, quant à eux, introduisent la comparaison entre le train et l'Arche de Noé. Soon after dispersing CW7, the world froze. All life became extinct. The precious few who boarded the rattling ark are humanity's last survivors. La création du Snowpiercer est attribuée à un entrepreneur nommé Wilford, lequel fait figure de prophète dans la mesure où il a pressenti la fin du monde et a échafaudé un plan pour s'en prémunir. As hard as it is to believe, people in the old world made fun of Mr. Wilford. They criticized him for over-engineering and over-equipping this wonderful train. But Mr. Wilford knew something they did not. Mr. Wilford knew that CW7 would freeze the world. Comme Noé, Wilford a construit son arche et est parvenu à sauver une partie de l'humanité grâce à elle, et ce, même si les gens le croyaient fou. Dans un article intitulé « La fin du monde, oui », Camille Poirier indique que les films de catastrophe impliquent toujours la présence d'un personnage qui veut mettre en garde la population contre les événements à venir en tentant de faire entendre une vérité qui dérange. Seulement, si l'apocalypse n'est pas toujours traité comme un moment ponctuel, que celle-ci peut correspondre à une expérience passée, présente ou à venir, et que chacune de ces modalités suscite l'apparition de personnages emblématiques, force est d'admettre que la figure du prophète est appelée à changer une fois que les événements lui donnent raison. Le rôle des personnages dépend donc de la temporalité dans laquelle ils sont mis en scène. C'est pourquoi Wilford, inventeur du train sacré et sauveur de l'humanité, se transforme en cette espèce de tyran qui impose son règne absolu en tant que dieu de la machine. Non seulement Wilford doit s'assurer du bon fonctionnement de sa création, mais il doit aussi trouver des moyens afin de maintenir l'ordre au sein de la communauté de survivants qui se trouve à bord de l'engin. La population est donc répartie dans les différents compartiments du train en fonction de la classe sociale de ses membres. Comme le Snowpiercer possède son propre écosystème, des mesures doivent être adoptées pour conserver l'équilibre entre le nombre d'habitants des wagons et la quantité de ressources disponibles. Voulant éviter de compromettre l'ordre établi, Wilford communique secrètement avec Gilliam, lequel fait à la fois office de figure christique et de guide spirituel pour les passagers qui sont prisonniers au fond du train. Par leurs initiales autant que par leurs actions, Gilliam et Wilford forment une allégorie du concept de God's Will. À plus forte raison, on apprend que les deux hommes ont orchestré toutes les révoltes ayant eu lieu à l'intérieur du microcosme. À défaut de renverser l'ordre établi, la révolution permet aux têtes dirigeantes de perpétuer le système en place,
dès l'instant où elle n'est qu'une solution au problème de surpopulation qui advient régulièrement au sein de cette société qui évolue en vase clos. D'un point de vue réflexif, Wilford et Gilliam sont aussi une mise en abîme du cinéma, puisque c'est eux qui organisent l'action et qui créent l'événement. En addition, la fin du film coïncide avec la destruction du train et la mort du prophète qui s'est improvisé Dieu. L'humanité est prête à renaître là où la mise en scène se termine. Antoine de Baec, auteur du texte L'Amérique à découvert, mentionne cet aspect autoréflexif des fictions cinématographiques traitant de la fin du monde. Ces films semblent inclure en eux-mêmes la punition du projet d'égaler par la puissance de la représentation le Dieu créateur et destructeur. En ce sens, ces fictions participent d'un temps cyclique des origines. C'est l'origine du monde qui est mimée en ce qu'elle annonce sa destruction. Ce qui a pu être construit peut être détruit. Par ailleurs, la narration religieuse de Snowpiercer s'articule autour de figures bibliques contrefaites qui, au lieu de guider le peuple vers une renaissance de la race humaine, se contentent de reproduire les failles et les inégalités sociales d'un monde qui a été détruit. L'imposture de Gilliam se traduit dans la notion de sacrifice partiel. Bien que le vieil homme ait un jour offert un de ses bras et une de ses jambes au passager du train qui mourait de faim, il ment à Curtis et laisse celui-ci poursuivre une révolution qui entraînera la mort de la majorité de ses semblables. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Gilliam ne dévoile pas à Curtis que Wilford l'a choisi en tant que successeur. En portant une attention particulière aux images montrées, on se rend compte que le film révèle le portrait sémantique de Gilliam très tôt dans le film. Alors que l'homme est dans ses quartiers et discute de la Révolution avec Curtis, on peut voir une statue de Jésus à droite de l'image et plus au milieu, le téléphone dont Gilliam se sert pour communiquer avec Wilford. La statuette du Christ évoque la nature frauduleuse du personnage, attendu que Jésus n'est pas accroché sur sa croix habituelle et qu'il lui manque un bras. Conséquemment, pour que le sacrifice de Jésus soit complet, il doit être crucifié et non amputé. Certes, le traitement narratif de la sémantique religieuse dans Snowpiercer met en évidence que la destruction du train est nécessaire pour que l'authentique cycle palingénésique de la Renaissance à partir de l'effondrement puisse être inauguré. Quand la fin du monde survient au cinéma, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une dystopie s'installe auprès de la communauté des survivants. Le film post-apocalyptique se distingue par sa propension à montrer l'organisation sociale des survivants après la destruction de la civilisation. Toutefois, comme Snowpiercer est aussi une dystopie, cette société qui a poussé trop loin ses technologies n'a pas encore été complètement rappelée à ses commencements par la catastrophe, figure de la purgation et du retour cyclique aux valeurs premières. Logiquement, on pourrait affirmer que le film est un récit de l'entre-deux. La fin du monde est advenue, mais une autre, plus efficace, doit se produire pour que l'idéologie en place cesse définitivement d'être reproduite. Bien que le capitalisme ne puisse plus reposer sur des valeurs monétaires, son discours continue à s'imposer dans les sphères de production et de distribution des ressources. Les passagers de la classe inférieure du train sont considérés comme de la marchandise et leur survie dépend de leur capacité à se rendre utile à la population qui est située dans les premiers wagons du train. À certains moments du film, la secrétaire de Wilford se rend elle-même au dernier compartiment dans le but de recruter des enfants de petite taille pour entretenir le moteur du train. En tant qu'ancien riche entrepreneur, Wilford est un représentant du capitalisme. Le train, quant à lui, est un symbole de progrès et rappelle l'industrialisation et la déshumanisation des rapports sociaux qu'elle a engendrés. À plus forte raison, le train est considéré comme un sacred engine, un dieu mécanique qui maintient l'humanité sous respiration artificielle. On assiste donc à l'intrusion de l'idéologie dans toutes les sphères de la vie, y compris la spiritualité. En ce sens, au lieu de représenter un retour à des valeurs fondamentales comme l'héroïsme, le sacrifice, l'amour, le respect du travail et de l'harmonie sociale, l'existence à bord du Snowpiercer est régie par un système de valeurs et une hiérarchie sociale réitérant l'idéologie capitaliste. Dans une analyse intitulée « The Artist as Historian », The Nerdwriter soutient que l'organisation du train apparaît comme une reproduction visuelle des contrastes qui fondent la lutte des classes. As Curtis and his army of survivors make their way through successive compartments of the train, we're treated to a sort of live-action flowchart of the class system in a hierarchical society. It's quite obvious that Snowpiercer is an allegory of class culture and how tensions innate within it lead to resentment and eventually revolution. L'allégorie de la lutte des classes devient plus manifeste encore lorsque Curtis et ses acolytes atteignent le wagon faisant office d'école. Reconnue comme l'appareil idéologique d'État par excellence, l'école est un lieu où l'éducation se mêle à la propagande afin d'assujettir les individus à l'idéologie de la classe dominante et de perpétuer les rapports d'exploitation capitalistes. Ainsi, non seulement les enfants apprennent à vénérer Wilford et son invention, mais ils apprennent aussi à mépriser les passagers de dernière classe.
Of course, like the front and the back, the middle of the train is meant to represent the middle class of something close, but not exactly akin to contemporary capitalist society. Educated enough to think for themselves, yet comfortable enough to be highly susceptible to propaganda, the middle class is at once the most important and the most dangerous cross-section of society. The school is the place where the middle class is indoctrinated into a system that will exploit them and those less fortunate, where ideology is most powerful. This is how the members of the middle class become the tail section faceless oppressors. À l'intérieur de la salle de classe, le parcours de Curtis et des survivants est interrompu par l'enseignante qui les invite à regarder un documentaire sur la vie de Wilford. C'est alors que la caméra quitte tous les personnages pour filmer l'écran de télévision qui diffuse le film intradiégétique. Le spectateur regarde donc un film à l'intérieur duquel se déroule un deuxième film qui est regardé à la fois par lui-même et les personnages de Snowpiercer. La mise en abîme du processus spectatoriel a habituellement pour fonction de créer une identification entre le spectateur réel et le spectateur fictif. Or, ce n'est pas le cas. Pendant que les élèves scandent des slogans qui font l'éloge de Wilford, la caméra se détourne de l'écran et présente un gros plan des visages à la fois indignés et stupéfaits de Curtis et son équipe. De son côté, le spectateur réel prend conscience de l'absurdité de la situation tout en réalisant qu'il est lui aussi en train de regarder un film, lequel met en scène une représentation du monde qui est loin d'être objective. Comme l'indique Didier Perron dans Snowpiercer, Rage de glace, le spectateur comprend que cette dystopie sur rail, avec ses relents totalitaires orwelliens, n'est jamais qu'un commentaire rageur sur notre présent démocratique et libéral. En conclusion, la narration scientifique se retrouve au tout début du film et sert à expliquer le cataclysme tout en illustrant les dangers qui attendent toute civilisation cherchant à interférer avec la nature par le biais des découvertes scientifiques. À l'instar de sa dimension religieuse, la narration politique de l'œuvre de Bong Joon-ho se construit autour du mensonge et de l'illusion. Dans une entrevue accordée à la revue Libération, le cinéaste explique que le discours religieux complète le discours politique dès l'instant où le spirituel dissimule les failles d'un système qui éprouve de plus en plus de difficultés à dominer par la raison. L'idée du mensonge politique est au cœur du film. Quand un système arrive au bout du rouleau et qu'il est obsolète et qu'il opprime les gens, toutes sortes de fables sont imaginées pour maintenir artificiellement le pouvoir en place. Ici, c'est la notion magique du moteur à mouvement perpétuel qui devient une religion, mais en fait, les pièces détachées s'usent et il n'est pas possible de les remplacer, alors on cache les déficiences du système et les solutions terribles qu'il réclame pour subsister. It's much easier to imagine the end of all life on Earth than a much more modest radical change in capitalism. C'est pourquoi la destruction du train entraîne la mort de tous les passagers, à l'exception de 2 d'entre eux. Délivrés de cet univers régi par une représentation déformée du réel, l'adolescente et l'enfant se retrouvent sur cette terre qui peut à nouveau accueillir la vie humaine. Comme les 2 personnages sont nés à bord du Snowpiercer, ils ignorent presque tout de la civilisation qui les a précédés. Conséquemment, ils incarnent cette renaissance de l'humanité, cet accomplissement du cycle palingénésique et ce retour aux origines dont il est question dans le texte d'Antoine de Bègue. So it is.